Bonsoir à tous, bienvenue au cœur des sciences de l'UQAM. Je m'appelle Catherine. C'est un plaisir de vous accueillir nombreux ce soir. C'est notre première conférence de l'année. On commence donc en beauté et sur une note d'espoir avec M. Hypercellé. Vous aurez peut-être remarqué les événements à venir qui défilaient. Donc, on a déjà une belle programmation à venir à vous proposer. Des conférences sur l'odorat, pollution lumineuse, j'en passe. Attendez que ça me revienne. Une projection Demain tous crétins, mardi prochain. Pisteur d'animaux d'un jour, on va se promener dans la forêt avec des biologistes. Un atelier plein air en hiver pour ceux qui aiment l'hiver mais qui n'ont pas le courage d'aller jouer dehors. On vous montre comment. Et bien voilà. Donc la conférence de ce soir, c'est dans le cadre des conférences Pierre Dansereau. Certains d'entre vous se sont réjouis de voir que c'était gratuit. Donc, je dois pour ça remercier nos précieux partenaires, la Faculté des sciences et l'Institut des sciences de l'environnement de l'UQAM. Donc, j'invite Marie Larocque. Oui, merci beaucoup. J'invite maintenant Marie Larocque à prendre la parole. Elle est directrice de l'Institut des sciences de l'environnement et professeure au département des sciences de la Terre et de l'atmosphère. Je vous reviens à la période de questions dans 1h15 à peu près. Et vous aurez peut-être remarqué aussi qu'il y a des gens de UQAM Amazon à l'extérieur. N'hésitez pas à les encourager, c'est des voyages de recherche. Bonne soirée! Bonsoir, merci. Merci d'être venu, merci d'être en aussi grand nombre. Ça me fait plaisir d'être là pour vous souhaiter la bienvenue et souhaiter la bienvenue à notre conférencier. Mais juste avant, je vais prendre quelques instants pour vous parler de l'ISE. Vous savez peut-être, l'Institut des sciences de l'environnement, c'est une unité multifacultaire, multidépartementale de l'UQAM qui fait de l'enseignement, de la recherche et du service aux collectivités en sciences de l'environnement. On a presque 300 membres, près de 200 étudiants, une centaine de professeurs, de chargés de cours, tous très activement engagés dans les sciences de l'environnement, à la fois dans nos programmes, un programme de maîtrise, un programme de doctorat interdisciplinaire en sciences de l'environnement, deux programmes assez uniques au Québec par leur interdisciplinarité. On a aussi des projets de recherche, beaucoup de recherche dans les départements, mais faites par les profs, entre autres, de l'Institut, sur la biodiversité, les villes, les risques, la gouvernance, la mobilisation des savoirs, tout ça dans des applications en sciences de l'environnement. Et toutes ces thématiques de recherche viennent toucher de près la thématique de notre conférencier de ce soir, donc les changements climatiques. On peut voir des aspects des changements climatiques dans chacun de nos axes de recherche. Donc, on est très, très heureux ce soir, en fait, cette semaine, d'avoir eu avec nous Monsieur Van Hypercelle, notre conférencier Pierre Dansereau de cette année. À chaque année, on invite un conférencier, Pierre Dansereau, et cette année, on a senti que c'était particulièrement intéressant de parler de changement climatique dans un contexte de risque, mais aussi un contexte d'espoir. Donc, qu'est-ce qui peut être fait et où on s'en va? Juste peut-être un petit rappel sur qui est Pierre Dansereau. Vous le savez peut-être, on est ici sur le campus des sciences de Pierre Dansereau de l'Université du Québec à Montréal. Donc, on est sur un site qui porte son nom parce que Pierre Dansereau a été un joueur important en sciences de l'environnement pendant plusieurs décennies, a été un des fondateurs de l'ISE. Et dans une mouvance qui était internationale à l'époque, il a su placer l'humain au centre des sciences de l'environnement, donc dans une approche novatrice à l'époque, et puis qui a fait beaucoup de petits ici à l'UQAM et ailleurs au Québec aussi. Donc, ce soir, on est donc très heureux d'accueillir M. Van Hypercelle, et tout particulièrement pour cette conférence-ci qui réunit un large public. Je vois que tous les sièges sont occupés, on en est très heureux. C'est une question cruciale pour tout le monde, pour toute la société, puis pour l'avenir aussi. Donc, bienvenue, M. Van Hypercelle. Bonsoir à toutes et à tous. Et merci beaucoup à l'UQAM et à l'ISE pour son invitation. Merci au Cœur des sciences d'avoir organisé cette soirée. Merci à vous tous et à vous toutes d'être présents si nombreux. Je suis très touché et très honoré d'avoir la possibilité de
de parler dans le cadre de ces conférences d'Ansereau. Et j'ai été très agréablement surpris, et ceci est la couverture du dernier livre qui vient d'être consacré par l'équipe de l'ISE à Pierre d'Ansereau, de voir que, et c'est un hasard, enfin je ne suis pas sûr que ce soit tout à fait un hasard, mais qu'il y a le titre « L'espoir » dans ce livre-là, que j'ai découvert hier seulement, et dans la conférence de ce soir. Je vais commencer peut-être d'une manière un tout petit peu surprenante en vous montrant une photo qui, à première vue peut-être, n'a rien à voir avec le sujet de ce soir. C'est la photo d'une planète très froide, très belle aussi, Saturne. Une photo prise à 3 millions de kilomètres de distance, à une distance de 3 millions de kilomètres par le satellite Cassini, qui a mis quasiment 40 ans pour arriver à Saturne. Ça fait plus d'1 milliard de kilomètres. C'est une planète très froide, ça dépend à quelle altitude on se trouve exactement. Il n'y a pas vraiment de sol sur Saturne, hein, donc c'est un peu difficile de savoir exactement de quel niveau on parle, mais l'ordre de grandeur, c'est moins 180 degrés Celsius. Hein, donc quand je dis froid, c'est vraiment froid. Et si je vous montre cette planète-là, et cette photo que je trouve personnellement très très belle, et c'est une vraie photo, hein, ce n'est pas un dessin d'ordinateur, c'est parce que juste après, je voudrais vous montrer une autre photo prise par le même satellite quand il est un petit peu plus près de Saturne. Et sur la photo que je vais vous montrer dans un instant, on voit de nouveau les anneaux de Saturne, on les voit de plus près. Mais on voit aussi un petit point bleu, qui est indiqué ici par une flèche. Et ce petit point, vous vous en doutez, c'est notre planète, petite planète bleue. Petite planète qui est la seule habitable du système solaire. S'il y avait moins 180 degrés ou s'il y avait plus de 400 degrés Celsius comme sur Vénus, eh bien, nous ne serions pas là pour en parler. Et cette planète, la seule habitable du système solaire, eh bien, en fait, elle va très bien. La planète, elle va très bien. Le problème, ce n'est pas la planète, c'est l'habitabilité de la planète. Et une partie de cette habitabilité dépend de quelque chose qui est très fragile, qui est très beau aussi quand on le voit depuis la Station spatiale internationale, comme l'ont vu ces astronautes en juillet 2013. Et on voit à quel point cette atmosphère qui nous protège de tas de choses, qui nous tient chaud aussi, est très fine par rapport aux rayons de la Terre. Le rayon de la Terre, 6400 km, l'épaisseur de l'atmosphère, ça dépend comment on compte, mais une centaine de kilomètres d'épaisseur. C'est quelque chose de très fragile. Et c'est un des éléments essentiels qui permet que notre planète soit habitable pour les écosystèmes, soit habitable pour l'humanité. Et pourtant, nous malmenons non seulement cette atmosphère, mais aussi bien d'autres aspects de l'environnement qui nous permet de vivre à la surface de la Terre. C'est un article publié en 2009 qui a fait beaucoup parler de lui à l'époque, l'article sur les limites planétaires, qui montrait qu'on avait déjà dépassé, notamment, c'est celle qui est en rouge ici au milieu, dans le domaine des changements climatiques, mais aussi dans le cas de l'érosion de la biodiversité, où le dépassement est encore bien plus grave, ou dans celui du cycle de l'azote, on avait dépassé les limites de ce qu'il conviendrait de ne pas dépasser pour garder cette terre habitable, et que dans d'autres domaines, on s'approchait aussi de limites qu'il vaudrait mieux ne pas dépasser. Donc le problème est beaucoup plus vaste que celui du climat, mais je vais évidemment me concentrer ce soir sur celui du climat, puisque c'est celui que je connais le mieux. Alors il se fait que il y a 3 ans, je faisais campagne pour essayer de devenir président du GIEC, ça n'a pas réussi. J'ai eu seulement 56 pays qui ont voté pour moi, et il en fallait un petit peu plus.
Mais ça m'a permis de faire énormément de rencontres absolument passionnantes et j'aime bien me souvenir du fait qu'au Kenya, dans cette région des Machakos, j'ai rencontré ces enfants qui avaient le sourire ce jour-là, alors qu'ils étaient dans une région très sèche. Et ils avaient retrouvé le sourire, de même que leur famille, parce qu'ils avaient appris, grâce à des projets de coopération, notamment à mieux gérer l'eau dans la région. Et malgré la situation difficile du point de vue des ressources en eau, ils avaient réussi de nouveau à cultiver, malgré un climat difficile, malgré une agriculture très, très pénible. Et donc, quand je dis que la planète va bien, mais que le problème, c'est l'habitabilité de la planète, je pense souvent à ces enfants que j'ai rencontrés à ce moment-là. Alors, une bonne partie des informations sur lesquelles je vais m'appuyer ce soir viennent du dernier rapport de l'institution dont j'ai eu l'honneur d'être le vice-président de 2008 à 2015, le GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, groupe qui a été créé il y a tout juste 30 ans, on va fêter les 30 ans du GIEC cette année, non pas pour faire de nouvelles recherches sur les changements climatiques, mais pour faire quelque chose qui d'une certaine manière est encore plus original que faire de nouvelles recherches, à savoir faire d'une manière très structurée, très rigoureuse, la plus objective possible, l'évaluation de l'état des connaissances scientifiques à propos de tous les aspects, de toutes les dimensions des changements climatiques, aussi bien les aspects purement climatologiques que les aspects qui concernent les conséquences des changements climatiques, des conséquences déjà observées ou celles qui seraient attendues dans le futur, suivant différents scénarios d'évolution possibles du climat sous l'effet des activités humaines, et aussi les éléments de solution qui sont à notre disposition dans deux grandes catégories, le domaine de l'adaptation à la partie des changements climatiques qui est déjà là, ou à celle qui est malheureusement devenue inévitable, et, très important aussi, en complément évidemment, tous les éléments de solution qui se rapportent à la prévention, c'est-à-dire à la réduction des émissions de gaz à effet de serre qui est nécessaire si on veut limiter le réchauffement et les perturbations du système climatique. Et donc le GIEC produit tous les 6 ou 7 ans à peu près un grand rapport d'évaluation, d'habitude en 3 parties. Vous voyez les couvertures des 3 volumes du dernier rapport qui a été publié entre 2013 et 2014. À l'heure où nous parlons, le bureau du GIEC, dont je ne fais plus partie, est en train de décider quels seront les auteurs qui vont écrire le 6e rapport d'évaluation qui sera publié en 2021 et 2022. Et les 3 grandes questions auxquelles ces rapports répondent typiquement sont les suivantes. Que se passe-t-il dans le système climatique ? Quels sont les risques? Que peut-on faire? Alors, ces rapports, chacun de ces rapports fait entre 1000 et 2000 pages. Il y a au moins 5000 pages si on met les rapports tous ensemble. Je vais faire une tentative de vous résumer les messages clés de ce dernier rapport en une diapositive. Et la tentative est la suivante. Le résultat est ici. Le premier message clé, je vais évidemment développer ces différents points et je vais explorer avec vous un certain nombre de raisons de s'inquiéter et d'espérer pour certaines d'entre elles. Le premier message clé, c'est que l'influence humaine sur le système climatique est claire. Elle est claire en tout cas depuis le milieu du XXe siècle. Depuis le milieu du XXe siècle, les facteurs humains, en particulier les émissions de gaz à effet de serre, et en particulier parmi celles-là le CO2, qui est le principal gaz à effet de serre d'origine humaine, c'est 80% du problème à peu près, ont un rôle plus important, un rôle qui est devenu dominant par rapport au rôle des facteurs naturels. Deuxième message clé, la poursuite des émissions de gaz à effet de serre, ces gaz qui piègent la chaleur au voisinage de la surface de la Terre, augmentera le risque d'impact grave, répandu et dans certains cas irréversible pour les populations et pour les écosystèmes. Troisième message clé, alors que les changements climatiques menacent le développement durable, il existe de nombreuses opportunités pour intégrer des mesures d'atténuation, c'est-à-dire la prévention, en fait, les réductions d'émissions, c'est le terme utilisé pour traduire le mot anglais qui, à mon avis, reflète mieux l'idée de mitigation.
Donc il y a moyen d'intégrer des mesures d'atténuation, de réduction d'émissions, donc d'adaptation, adaptation à la partie des changements climatiques que l'on ne peut plus éviter, et la poursuite d'autres objectifs sociétaux. On reviendra sur ce point-là plus tard. Enfin, et c'est en quelque sorte le résumé des 3 points précédents, l'humanité a aujourd'hui, et en cela c'est une source d'espoir, a les moyens, disait le GIEC dans son dernier rapport, de limiter les changements climatiques tout en construisant un avenir plus résilient et plus durable. Et je vais parcourir à présent les 10 raisons que je voudrais explorer avec vous de s'inquiéter à propos des changements climatiques et aussi pour certaines d'entre elles d'espérer. Vous verrez en cours de route combien il y a de raisons de s'inquiéter, combien il y en a d'espérer. Et vous verrez que ce n'est pas 10 et 0, mais ce n'est pas non plus 0 et 10. Première raison de s'inquiéter, probablement, il est archi clair que les activités humaines sont devenues le principal facteur de réchauffement depuis 1950, comme je le disais il y a un instant. Et si c'est clair, c'est principalement grâce aux efforts et aux travaux du GIEC, et c'est malgré les efforts de ceux qui sèment le doute par rapport à ces questions-là et qui le font bien souvent d'une manière très organisée pour préserver leurs intérêts et leurs intérêts économiques en particulier. Pour illustrer ce point-là, je voudrais vous montrer l'évolution dynamique de la température depuis 1850. Vous avez les mois qui sont aux différentes heures de l'horloge, donc janvier, février, mars, etc. Et vous avez des lignes qui s'approchent de plus en plus des 2 limites qui ont été mentionnées dans l'accord de Paris, sur lequel on reviendra, à savoir 1,5 degré Celsius et 2 degrés. 1,5 c'est le cercle en rouge, 2 degrés c'est le cercle extérieur. Ce sont les 2 valeurs qui ont été prises comme dans l'accord de Paris comme les valeurs à essayer absolument de ne pas dépasser. On verra plus particulièrement tout à l'heure pourquoi il y a 2 valeurs et pas une. Mais vous voyez surtout, c'est le but de cette vidéo, à quel point nous nous rapprochons rapidement de ces 2 limites. 2017, l'année qui vient de se terminer, est l'année qui vient en 2e position dans toutes les années en termes de record de température en moyenne mondiale dans toutes les années par rapport à toutes les années depuis le début des mesures. Mais si on tient compte du fait que 2007 était une année sans événement El Niño, vous savez, cet événement temporaire qui dure un certain nombre de mois et qui réchauffe en surface une partie de l'océan Pacifique équatorial, ce qui évidemment pousse vers le haut les moyennes de température cette année-là, et ça a été particulièrement le cas lors du dernier événement El Niño en 2016. Eh bien, si on corrige, si vous voulez, si on tient compte du fait que 2007 était une année sans El Niño, 2017, comme je l'ai montré ici, est l'année la plus chaude des 150 dernières années. Le diagramme ici ne montre que les données depuis 1950, mais je peux vous assurer que les 100 années précédentes sont en moyenne de température plus basse. Alors, ça, c'est le réchauffement. Ce n'est pas encore la démonstration que ce réchauffement vient bien des activités humaines. Il faut tout de même passer un petit peu de temps là-dessus, parce que si on n'est pas convaincu du fait que c'est bien le résultat des activités humaines, que ce réchauffement est bien le résultat des activités humaines, eh bien, on ne peut pas, évidemment, agir à propos des facteurs humains qui influencent le climat. Et pour ça, je vous remonte encore une fois la courbe de réchauffement sous une autre forme. Bon, elle s'arrête en 2010, peu importe. Donc cette courbe noire, c'est la température observée en moyenne globale. Et ce que je vais vous montrer dans un instant, mais je vous explique d'abord ce que je vais vous montrer pour attiser votre curiosité, ce sont 2 courbes, l'une bleue, l'une rouge, qui représentent les moyennes de simulations faites à l'aide de modèles climatiques qui sont alimentés, qui sont forcés, si vous voulez, ces modèles,
d'abord pour la courbe bleue uniquement par les facteurs naturels qui agissent à cette échelle de temps-là, c'est-à-dire les petites fluctuations d'activité solaire d'une part et les éruptions volcaniques d'autre part. Ce sont les seuls facteurs importants qui agissent à cette échelle de temps-là. Et d'autre part, une courbe rouge qui, elle, va venir de simulations qui sont alimentées, toujours par les mêmes facteurs naturels bien sûr, mais aussi par les facteurs humains, dont principalement les émissions de gaz à effet de serre. Le but étant évidemment de voir si, avec les seuls facteurs naturels, on peut arriver à reproduire la courbe noire qui est là. Votre patience a ses limites, je le sais, donc je vous montre les courbes telles qu'elles se présentaient jusqu'au premier rapport du GIEC, Assessment Report numéro 1, l'AR1, publié en 1990. Et oui, la courbe bleue, elle a un petit peu de mal à rejoindre la courbe noire, et la courbe rouge, à première vue, correspond mieux à la courbe noire. Mais ces deux courbes bien visibles, ce sont les moyennes, et vous voyez qu'il y a deux plats de spaghettis respectivement jaunes et bleus qui montrent en fait les résultats des simulations individuelles autour de cette moyenne. Et quand on regarde de très près, ce qui est un petit peu difficile depuis là où vous êtes assis probablement, on voit qu'il y a certaines simulations bleues individuelles, parce qu'un modèle n'est pas l'autre. Certains modèles représentent tel processus un peu mieux qu'un autre. Certaines simulations bleues s'approchent tout de même fort près des températures observées. Donc quand on fait une analyse statistique de la correspondance éventuelle entre les résultats bleus et les résultats rouges et la courbe observée des températures, eh bien, en 1990, en faisant cette analyse statistique rigoureuse, on ne pouvait pas conclure autre chose que il faudra encore attendre une dizaine d'années probablement pour détecter de manière sans équivoque l'effet des activités humaines sur le climat. En fait, il n'a pas fallu attendre 10 ans, puisque 5 ans plus tard, l'écart était devenu un petit peu plus grand et les statisticiens, travaillant avec les climatologues, sont arrivés à la conclusion qu'il était possible, et je vous présente ici une version très simplifiée des raisonnements qui ont conduit à ces conclusions. Les méthodes utilisées sont multiples et je vous montre ici celle qui est la plus facile à expliquer en quelques minutes. Mais en 1995, le GIEC conclut un faisceau d'éléments suggère une influence perceptible des activités humaines sur le système climat. Donc pour la première fois, le GIEC est en mesure de dire, dans le brouillard des données, on commence à voir émerger le signal des activités humaines par rapport aux facteurs naturels. Et puis, vous vous en doutez, les choses deviennent de plus en plus claires, 2001, 2007, jusqu'en 2013, où la conclusion qui a été quantifiée et qui est devenue de plus en plus forte au fil du temps est il est extrêmement probable, c'est-à-dire un degré de probabilité supérieur à 95%, que l'influence humaine, sous-entendu depuis 1950 à peu près, est devenue le facteur dominant. Vous voyez à quel point la courbe bleue, qui malheureusement ne va pas tout à fait jusqu'au bout, est éloignée de ce qui a été observé. Donc il n'est plus possible d'expliquer les fluctuations climatiques avec les seuls facteurs naturels. Donc la base pour agir à propos des changements climatiques est une base aujourd'hui qui est très solide. Deuxième raison de s'inquiéter ou d'espérer, je vous laisse juger, nous menaçons l'habitabilité même de notre planète. Nous avons gagné à peu près 1 degré en moyenne globale, c'est même 1,1 depuis l'an dernier, par rapport au niveau pré-industriel, depuis le moment où on a commencé à brûler massivement du charbon, du pétrole, du gaz à l'échelle mondiale. Le niveau des mers a gagné une vingtaine de centimètres au cours des 100 dernières années. La glace de mer et les glaciers sont en recul, je vais vous le montrer dans un instant. Les vagues de chaleur se multiplient. Il y a tout de même eu 70 000 morts en Europe pendant l'été 2003, en quelques semaines.
En mai, l'année dernière, il y avait des pointes de 53 degrés au Pakistan. Ce sont des températures qui tuent. Et les précipitations intenses deviennent de plus en plus fréquentes dans beaucoup de régions du monde. Les deux événements extrêmes pour lesquels la probabilité des extrêmes ou l'intensité a le plus changé, ce sont justement les vagues de chaleur, le nombre de jours particulièrement chauds depuis le milieu du XXe siècle et l'intensité des pluies. Vous pourriez me dire, au fond, pourquoi est-ce que l'intensité des pluies augmente dans un climat qui se réchauffe? Mais c'est très simple. La raison principale, c'est que dans un climat plus chaud, il y a davantage d'évaporation à la surface des océans, donc davantage de vapeur d'eau dans l'atmosphère. Et s'il y a davantage de vapeur d'eau dans l'atmosphère, en moyenne bien sûr, ça veut dire que quand les conditions sont réunies pour qu'il pleuve ou qu'il neige, s'il fait assez froid pour qu'il neige, eh bien les quantités d'eau ou de neige qui tombent en une période donnée peuvent être beaucoup plus importantes. Voilà les températures en avril l'an dernier aux alentours du Pakistan, vous voyez des chiffres très élevés. Et puis, il y a quelques semaines, ce chaud-froid sur l'Amérique du Nord, que vous avez expérimenté, avec la Californie qui est anormalement chaude, avec des incendies de forêt terribles, et un froid très important, très intense sur la partie est de l'Amérique. Ce sont des fluctuations, évidemment, qui n'enlèvent rien au fait que la tendance générale, la température du globe, et la température, même si on se limite à l'hémisphère nord, est bien en train de se réchauffer. Mais il y a des chercheurs qui travaillent sur le lien entre l'augmentation peut-être de la fréquence de ce genre de situation très contrastée d'une semaine à l'autre, serait liée à des changements dans la position ou dans le mouvement du jet stream qui serait, je dis bien serait parce que c'est un domaine de recherche maintenant, lié à la diminution qui est bien observée de l'étendue moyenne de la glace de mer dans l'océan Arctique. Et je vous montre ici l'étendue de la glace de mer dans l'océan Arctique jusqu'avant-hier. Donc ceci c'est la courbe pour 2018. Le point là, non, c'est même pas, c'est hier. C'est le 30 janvier 2018. Et vous voyez qu'on est parti, en tout cas, même si c'est un peu tôt pour juger de ce qui va se passer le reste de l'année, pour être nettement en dessous de la zone grise qui est représentée ici et qui est la zone moyenne avec deux écarts types autour de la moyenne de 1981 à, excusez-moi, ce n'est pas 2020, c'est 2010, bien entendu. Avec le minimum qui a été obtenu en 2012 pour cette étendue de la glace, le minimum étant traditionnellement obtenu au mois de septembre. Si on regarde les projections pour le futur de l'étendue de la glace, vous voyez l'évolution observée pour le mois de septembre, la valeur couverte en millions de kilomètres carrés par la glace au mois de septembre, vous voyez qu'elle a bien diminué déjà depuis une cinquantaine d'années, mais les projections montrent qu'on se dirige vers un océan Arctique libre de glace, mais plus ou moins vite suivant les scénarios. Le scénario rouge, ce sont les simulations qui sont alimentées par un scénario d'émissions business as usual, prolongation des tendances actuelles. Le scénario bleu, c'est un scénario où on réduit très fortement les émissions, mais vous voyez que même dans ce scénario-là, la surface recouverte par la glace diminue fortement encore par rapport au niveau d'aujourd'hui. Alors ce n'est pas ça qui fait grimper le niveau des mers, parce que vous savez certainement que la glace de mer, c'est de l'eau de mer gelée, et donc elle ne change en rien le volume d'eau des océans. Bien sûr, il y a une partie qui dépasse, mais ça c'est le principe d'Archimède, ça ne change rien. Même si on fait fondre toute cette glace-là, eh bien c'est de l'eau qui retrouve son volume initial, ça ne change rien au niveau des océans. Par contre, il y a d'autres glaces qui fondent aussi et qui, elles, viennent rajouter de l'eau aux océans, et c'est par exemple la glace des glaciers. Et je prends ici un glacier au hasard, ou presque, mais à peu près tous les glaciers ont le même comportement. Une photo prise en 1961, regardez bien où est la glace par rapport aux montagnes. Je vous montre maintenant une photo prise un peu plus de 40 ans plus tard, du même endroit, avec une optique exactement pareille,
et vous voyez que la glace a disparu. C'est le comportement de plus de 80% des glaciers dans le monde aujourd'hui. Et cette glace-là, quand elle fond, elle vient rajouter de l'eau aux océans, et c'est un des facteurs qui explique l'élévation observée, je vous le montre ici, du niveau des mers, je vous l'ai dit, une vingtaine de centimètres depuis une centaine d'années. Les deux autres facteurs de cette élévation étant la dilatation thermique, parce que quand on chauffe de l'eau, elle prend un peu plus d'espace, et le troisième facteur, qui malheureusement risque de devenir de plus en plus important au fil du temps, c'est la fonte des grandes calottes glaciaires du Groenland et de l'Antarctique, mais nous avons encore du temps avant qu'elles ne fondent, puisque le potentiel est très important, mais ces deux calottes n'ont fait encore jusqu'à présent que commencer à fondre. Ce potentiel est très important, et c'est ce qui m'amène à la troisième raison de s'inquiéter, parce que si on regarde l'évolution des concentrations en CO2, je vous ai montré que le CO2 était un des facteurs principaux qui explique le réchauffement. Si on regarde ces concentrations, eh bien, on avait il y a 2 jours une concentration de 408 parties par million observées au sommet d'un volcan éteint à Hawaï. C'est la station de référence, c'est la fameuse courbe de Keeling dont les mesures ont commencé il y a 60 ans. Vous voyez ici l'évolution au cours des 10 000 dernières années, cette concentration qui est exprimée en parties par million, en millionième d'atmosphère, donc en pourcentage, si vous voulez, du volume de l'atmosphère. Vous voyez que pendant presque 10 000 ans, pendant toute la période pendant laquelle la plupart des civilisations se sont développées, pendant laquelle l'agriculture s'est développée, cette concentration a été très stable, aux alentours de 260-280 millionièmes, et depuis la révolution industrielle, augmentation exponentielle et dépassement, depuis 2 ans maintenant, de la barre symbolique des 400 parties par million. Nous sommes là vraiment en train d'entrer, en tant qu'humanité en tout cas, en terra incognita. Je dis cela parce que jamais un être humain, quelle que soit sa forme, n'a connu une terre, un climat caractérisé, ou sous l'influence en tout cas, d'une telle concentration en CO2. C'est un niveau qui n'a plus été atteint depuis... il y a des paléoclimatologues ici qui connaissent mieux ces sujets-là que moi, mais j'espère qu'ils seront d'accord avec mon chiffre ici, à peu près 3 millions d'années. Et si rien ne change, si on continue sur les tendances actuelles, nous nous dirigeons vers une élévation de la température globale moyenne qui pourrait dépasser 5 degrés Celsius, ce qui risque de bouleverser véritablement l'environnement mondial et l'habitabilité de la planète. Alors, on risque d'aller vers 5 degrés, mais le seuil de conservation, si je peux l'appeler ainsi, des 2 calottes glaciaires, Groenland et Antarctique, qui contiennent respectivement 6 à 7 mètres de niveau moyen des mers. Si on fait fondre tout le Groenland, c'est 6 à 7 mètres. Si on fait fondre toute la calotte antarctique, ça fait entre 60 et 65 mètres, quelque chose comme ça. Eh bien, cette température de conservation, elle est probablement à peine plus élevée au-dessus de la température actuelle que 1 degré au-dessus de la température actuelle, c'est-à-dire à peu près 2 degrés au-dessus du niveau pré-industriel. Et vous comprenez pourquoi ce chiffre de 2 degrés est devenu si important dans les discussions à Paris notamment. Alors, quand on s'intéresse justement à l'évolution possible de la concentration en CO2 dans l'atmosphère, et excusez-moi, je vais beaucoup parler du CO2, je vais très peu parler ce soir des autres gaz à effet de serre, mais on aura possibilité d'en parler lors des questions-réponses après peut-être. Il y a d'autres gaz à effet de serre que le CO2, le méthane, le N2O, les CFC, les PFC, enfin, il y en a quelques dizaines, mais le CO2, c'est vraiment 80% du problème, et comme le temps manque un petit peu ce soir pour donner un cours complet de climatologie, je vais uniquement ou presque uniquement parler du CO2. Et donc quand on s'intéresse à l'évolution possible des concentrations en CO2 dans le futur,
on doit évidemment travailler sur la base de scénarios, puisque l'évolution ne sera pas la même si on laisse les choses aller comme elles vont maintenant, ou si on prend enfin des mesures sérieuses de réduction d'émissions. On a donc des scénarios qui correspondent à des évolutions plus ou moins importantes, ou au contraire une stabilisation de la concentration en CO2. Quand on fournit ces scénarios d'évolution de la concentration en CO2 au modèle climatique dont je parlais il y a un instant, eh bien voilà le résultat que l'on a pour les 100 prochaines années. Du moins pour les deux scénarios extrêmes, le scénario bleu qui correspond à des mesures très ambitieuses de réduction d'émissions, c'est un scénario où la concentration serait stabilisée à peu près au niveau actuel, 400 ppm, et le scénario rouge-orange, dont la moyenne donne une augmentation de température de l'ordre de 4 degrés Celsius au-dessus du niveau actuel, c'est-à-dire à peu près 5 degrés au-dessus du niveau pré-industriel. Et vous voyez qu'il y a une gamme au cours de ce chiffre-là. Alors, on pourrait se dire, d'abord à première vue, mais est-ce que 4 ou 5 degrés de plus, est-ce que c'est vraiment une si mauvaise nouvelle que cela ? Je dois dire que quand j'ai quitté ma chambre ce matin, que j'ai vu qu'il y avait moins 16 degrés dans les rues de Montréal, je me suis dit, peut-être que oui, peut-être que beaucoup de Montréalais pensent qu'avoir 4 ou 5 degrés de plus, que ce ne serait peut-être pas si mal que cela. Mais on ne parle pas de la température le 31 janvier à Montréal. On parle ici de la température en moyenne globale. C'est tout autre chose. Mais la température moyenne globale et une augmentation de la température moyenne globale, c'est très abstrait. Et donc, pour essayer de vaincre cet obstacle, je voudrais vous montrer la Terre telle qu'elle se présentait. On a évidemment retiré les nuages, et ceci est grâce aux travaux des paléoclimatologues, et il y en a ici à l'UQAM, et je voudrais saluer leur travail. La Terre telle qu'elle se présentait lors du dernier maximum glaciaire ressemblait à ceci. Vous reconnaissez le Canada, je ne sais pas exactement où se trouve Montréal, mais il est clairement sous la glace, et pas le verglas qu'on a dans les rues maintenant, sous une couche de glace de 2 à 3 kilomètres d'épaisseur. C'est la même chose sur une bonne partie de l'Europe, la Sibérie, la Scandinavie. Il y a tellement de glace stockée sur ces zones continentales que le niveau des océans est 120 mètres plus bas qu'aujourd'hui. 120 mètres plus bas qu'aujourd'hui. Et si je vous montre cela, c'est parce que la différence en température, en moyenne globale, entre cette Terre-là et la Terre d'aujourd'hui, n'est que de 4 à 5 degrés en moyenne globale. Donc 4 à 5 degrés, c'est un changement potentiellement énorme pour l'habitabilité de la planète. Bien sûr, nous n'allons pas faire fondre en 100 ans ni l'Antarctique ni le Groenland. On ne va pas gagner 120 mètres de niveau des mers, c'est d'ailleurs plus possible. Il n'y a plus assez d'eau dans ces calottes en question pour gagner plus qu'à peu près 70 mètres. Et il faudrait des milliers d'années d'ailleurs pour que cette fonte se produise. Mais tout de même, j'essaie de vous faire comprendre que ce sont des changements extrêmement important et aussi extrêmement rapide, parce que cette élévation de la température de 4 à 5 degrés, pour sortir du dernier maximum glaciaire, elle a pris plusieurs milliers d'années. Alors qu'on parle potentiellement d'avoir 4 à 5 degrés de plus, non pas en plusieurs milliers d'années, mais en 100 ans. Et puis le réchauffement, pour le scénario supérieur, ne s'arrêterait pas en 2100, il se poursuivrait. Donc on a vraiment une évolution potentiellement très préoccupante. Avec évidemment une distribution dans l'espace qu'il faut considérer aussi. Le scénario de gauche, l'image de gauche correspond au scénario le plus bas, l'image de droite correspond au scénario le plus élevé, et vous voyez que le réchauffement, il n'est pas distribué uniformément dans l'espace. Il y a en particulier, et ça vous intéresse particulièrement, une amplification de ce réchauffement quand on se rapproche du pôle Nord, et donc on a dans les régions arctiques une élévation de la température qui peut atteindre 10 degrés, même plus, vers la fin du siècle pour le scénario business as usual que nous appelons dans notre jargon le RCP 8.5. Ce sont aussi des changements dans le régime des précipitations, évidemment, avec
dans l'ensemble plus de pluie à la surface de la planète, puisqu'il va y avoir plus d'évaporation, mais il y a aussi des régions, regardez le bassin méditerranéen par exemple, qui vont connaître une diminution des quantités de pluie, mais en tout cas dans les régions d'Amérique du Nord, c'est plutôt une augmentation à laquelle on devrait s'attendre. Bon, il y a toute une série de graphiques que je vous montre ici très rapidement. Toutes les diapositives que je vous montre seront très rapidement mises à votre disposition sur ma page web dont je vous donnerai la référence à la fin. Donc, il y a certaines des dias qui sont plus là pour référence, si vous voulez, que pour y passer longtemps. Vous avez ici le détail pour les 4 scénarios considérés par le GIEC des projections de température pour l'Arctique. Je vous ai mis aussi pour le milieu du siècle, pour ne pas toujours prendre 2100 qui est fort lointain, les changements projetés pour ce qui concerne les quantités de précipitations attendues dans ces régions-ci. Vous voyez qu'on parle de 20-30% pour une bonne partie du Canada dans quelques dizaines d'années finalement. C'est aussi ces diminutions de l'extension de la glace dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est toute une série de conséquences aussi que le dernier rapport du GIEC évoque par rapport en particulier aux régions polaires avec la fonte du pergélisol, toute une série d'écosystèmes qui sont affectés par ce réchauffement et ces changements du régime hydrologique et qui affectent, et c'est malheureusement quelque chose que l'on rencontre très généralement, qui affecte, et c'est ma 4e raison de s'inquiéter, d'abord les plus pauvres. Parce que les risques liés au changement climatique ne dépendent pas que de l'intensité des phénomènes extrêmes ou des paramètres climatiques eux-mêmes, mais dépendent aussi de la vulnérabilité, qui est une notion éminemment socio-économique, et de ce qu'on appelle l'exposition, c'est-à-dire la taille des populations ou le nombre d'écosystèmes ou d'espèces ou la quantité d'infrastructures exposées aux risques de ces événements. Et donc, parce qu'il y a cette notion de vulnérabilité, ce sont les plus pauvres qui risquent de trinquer le plus dans les conséquences des changements climatiques, avec des conséquences pour tout le monde, parce que l'on sait qu'un monde qui est caractérisé par de grandes inégalités, des inégalités qui seraient accrues par les changements climatiques, devient plus instable pour tout le monde. Pour illustrer ce point-là, je vous montre cette photo prise dans les rues de la Nouvelle-Orléans en 2005, juste après l'ouragan Katrina. Il est clair que cette personne qui est au centre de la photo, qui est pauvre, qui est handicapée, est infiniment plus vulnérable, même si elle a l'aide d'un de ses copains, qu'un riche Américain qui a pu quitter la ville dans son 4x4 et aller passer la nuit au motel. Donc le même événement climatique n'a pas du tout les mêmes impacts sur des populations différentes. Alors, ceci est lié à un niveau d'eau. Il y a d'autres niveaux d'eau qui sont appelés à monter, non pas à cause d'un cyclone tropical, mais à cause de l'élévation du niveau des mers. Il y a notamment des deltas très importants où des millions de personnes habitent à quelques dizaines de centimètres au-dessus du niveau de la mer. C'est par exemple le cas du delta du Nil, où il y a presque 20 ans maintenant, parce que le diagramme date de 2001, dans la zone qui est représentée en rouge ici, et qui est la zone qui se trouve à moins d'1 mètre au-dessus du niveau de la Méditerranée, il y a 20 ans, j'avoue que je ne sais pas combien c'est aujourd'hui, mais c'est sûrement plus, 10 millions d'Égyptiens qui cultivaient, qui vivaient et qui vont être obligés de se déplacer pour ne pas être inondés par l'élévation du niveau de la mer. Plus récemment, plus proche de nous, la succession de cyclones tropicaux qui ont frappé les Caraïbes et une partie des États-Unis, dont Porto Rico, ont créé des crises humanitaires très très importantes qui sont très loin d'être terminées, même si elles ne sont plus à l'avant-plan dans les médias. Ce sont aussi, c'est la 5e raison de s'inquiéter, de très nombreux écosystèmes qui n'arrivent pas à suivre
ou qui risquent de ne pas pouvoir suivre dans le futur. Mais il y en a certains qui n'arrivent déjà pas à suivre aujourd'hui cette évolution rapide, cette transformation rapide de leur contexte climatique. Et il faut dire que ce ne sont pas seulement les écosystèmes, il y a des communautés humaines qui courent le même risque. Et un exemple d'écosystème, ce sont les coraux de la Grande Barrière de Corail, qui, pour la deuxième année de suite, ont subi un blanchiment important, blanchiment qui vient d'une part de l'élévation de la température. Il suffit de quelques fractions de degrés pour que les coraux tropicaux, en tout cas, commencent à souffrir. Mais il y a un autre problème dont je vais parler un petit peu aussi ce soir, qui se conjugue et qui vient ajouter au problème de la température, de l'élévation de la température, c'est le problème de l'acidification des océans. Et ce problème est intimement lié à celui des changements climatiques parce qu'il partage avec les changements climatiques les mêmes causes, à savoir les émissions de CO2. Pourquoi ? Je vais l'expliquer en détail dans quelques minutes, parce que quand nous émettons du CO2 par la combustion des combustibles fossiles ou par le déboisement, il faut savoir qu'à peu près entre un quart et un tiers de ce CO2 est recyclé par les océans. Et il y a un autre quart qui est recyclé par la végétation, les forêts, les sols. Alors c'est très bienvenu, parce que ça veut dire que tout ce qui est recyclé par les océans et les écosystèmes ne s'accumule pas dans l'atmosphère. L'autre partie, l'autre moitié à peu près s'accumule dans l'atmosphère, et c'est ça qui explique l'augmentation de la concentration en CO2 dans l'atmosphère. Mais le quart ou le tiers qui est absorbé par les océans contribue, parce que quand on ajoute du CO2 à l'eau, eh bien, ça crée de l'acide carbonique et ça acidifie le liquide en question. Cela contribue à acidifier l'eau, ce qui est évidemment très peu bienvenu pour des organismes marins qui essayent péniblement, surtout au début de leur vie, de fabriquer leurs petites coquilles, leurs petits squelettes en carbonate de calcium dans un milieu qui devient plus acide, et c'est évidemment plus difficile. Ça commence à être observé, et c'est une partie de l'explication pour ces observations absolument dramatiques de l'état de la Grande Barrière de Corail en 2016, répété en 2017. Le chiffre pour 2016, c'était que seulement 7% de la barrière de corail n'avait pas blanchi cette année-là. Et c'est à peu près le même chiffre l'an dernier. Excusez-moi un instant. Alors, dans les régions arctiques, je suis allé chercher, puisque nous n'en sommes pas loin, les extraits pertinents du dernier rapport du GIEC, eh bien, ce n'est pas très différent, puisque le GIEC disait très clairement dans son dernier rapport que la vitesse élevée à laquelle le climat change, et je vous ai montré à quel point il y avait une amplification quand on se rapprochait du pôle, la vitesse élevée donc, des changements climatiques dans les régions arctiques provoque des conséquences négatives importantes, aussi bien pour les systèmes naturels que pour les systèmes sociaux, puisque dans les deux cas, ces changements sont tellement rapides et importants qu'il est difficile de les suivre, et on s'attend à ce que la santé des communautés qui vivent dans l'Arctique ou près de l'Arctique soit directement affectée de plus en plus dans les années qui viennent suite à ces changements climatiques. On arrive à la sixième raison, et on n'a pas encore vu beaucoup de raisons d'espérer, mais on va y arriver quand même, je vous rassure. On sait aujourd'hui beaucoup mieux qu'il y a 10 ans comment, et le sourire de ces enfants dont je parlais au début de mon exposé en atteste, comment, dans une certaine mesure en tout cas, essayer de s'adapter en partie au moins, au changement climatique. Mais on sait aussi, beaucoup mieux qu'il y a 10 ans, que cette adaptation, elle a des limites, elle a des coûts, et on ne va pas pouvoir s'adapter à tous les changements. Pour illustrer ce point, je vous montre ce diagramme qui demande qu'on passe un petit peu plus de temps dessus, et je ne vais pas le faire à l'instant, donc c'est quelque chose que je vous invite à relire en détail si vous le souhaitez. Juste 2 mots d'explication. C'est un diagramme qui montre le niveau de risque
pour un secteur ici que j'ai pris à titre d'exemple, l'agriculture en Afrique, qui est évidemment affectée potentiellement par davantage de sécheresse, perturbation du cycle hydrologique, la température elle-même qui va rendre difficile un certain nombre de cultures, etc., pour 4 situations différentes. Le moment actuel, le court terme, 2030-2040, le long terme, si on limite le réchauffement à 2 degrés à la fin du siècle, et la même chose si le réchauffement atteint 4 degrés au-dessus du niveau pré-industriel à la fin du siècle. Donc ce qui est montré, c'est un niveau de risque, de très faible ici à gauche à très élevé ici à droite. Avec une zone qui est hachurée ici, qui montre le potentiel de réduction, du risque par des mesures d'adaptation, que ce soit par exemple davantage d'irrigation, que ce soit changer d'espèces cultivées, etc. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a un potentiel important pour les 3 premières lignes. Mais par contre, si jamais la température mondiale atteignait ce niveau 4 degrés au-dessus du niveau pré-industriel, le potentiel d'adaptation serait extrêmement limité et le risque resterait très élevé, même si l'adaptation avait un tout petit potentiel de réduction des risques. Donc il ne faut pas s'imaginer qu'on va pouvoir simplement, dans toutes les régions, dans tous les secteurs, et cet exercice a été fait pour toutes les régions et pour tous les secteurs, ceci c'est juste un exemple, qu'on va pouvoir s'adapter, quels que soient les changements. Si on croit cela, eh bien, on risque de le regretter. 7e raison de s'inquiéter, et c'est une notion qui est très importante à bien comprendre, c'est que le CO2 n'est pas, comme le bruit, une pollution flux, comme on l'appelle. Le bruit, c'est une pollution flux. Si je me déplace de 3 mètres et que je vais me mettre près de ces haut-parleurs, vous allez entendre un horrible sifflement, mais je ne vais pas le faire, je vous rassure. Et une pollution extrême par le bruit, un événement extrême. Mais ça va s'interrompre, ça s'interromprait dès que je reviendrai plus loin de ce système d'amplification. Le bruit ne s'accumule pas dans vos oreilles. C'est une pollution flux. Dès que le bruit est interrompu, le problème a disparu. Vous m'en voudriez sans doute, mais ça ne durerait pas très longtemps. Par contre, le CO2, ce n'est pas du tout la même chose. Le CO2 a le mauvais goût de s'accumuler dans l'atmosphère. Parce que nous émettons, en fait, plus que ce que les systèmes naturels ne peuvent absorber. Pour ça, il faut que je passe un petit peu de temps à vous expliquer le cycle du carbone, si vous permettez. Et je vous l'explique d'abord avant perturbation par les activités humaines. Et avant perturbation par les activités humaines, on doit constater qu'il y a 2 grandes boucles. La boucle de gauche qui concerne les échanges entre les sols et la végétation d'une part et l'atmosphère, et la boucle de droite qui correspond aux échanges entre les océans et l'atmosphère. Vous voyez des chiffres, les chiffres qui sont là sur les flèches, une flèche vers le haut, une flèche vers le bas à chaque fois, ce sont des milliards de tonnes de carbone par an. Je dis bien de carbone et pas de CO2. On regarde ici, on a comptabilisé ici que la masse de carbone, si vous voulez convertir ça en CO2, libre à vous, vous multipliez par 3,7 pour tenir compte du O2 qu'il y a évidemment dans chaque molécule de CO2. Donc chaque année, la décomposition de matière organique et la respiration de la végétation envoient 120 milliards de tonnes de carbone dans l'atmosphère, mais la photosynthèse, ce processus extraordinaire par lequel la végétation arrive en utilisant l'énergie solaire, l'eau et le CO2 ambiant à retirer le CO2 de l'atmosphère, à garder le carbone qu'elle utilise pour ses besoins et à rejeter l'oxygène que nous respirons, merci beaucoup, ce processus extraordinaire absorbe chaque année 120 milliards de tonnes de carbone sous la forme de CO2 de l'atmosphère. Les océans, il y a aussi 2 flèches très importantes. Il y a émission principalement dans la partie chaude des océans d'à peu près 70 milliards de tonnes de carbone chaque année,
et absorption, principalement dans la partie froide des océans, d'à peu près 70 milliards de tonnes de carbone aussi. Pourquoi dans la partie chaude, la partie froide? Eh bien, parce qu'il y a une loi de la chimie, je n'y peux rien, elle s'appelle comme ça, c'est la loi de Henry, qui nous dit que les gaz se dissolvent plus facilement dans un liquide, l'eau en l'occurrence froid, que dans un liquide chaud. Et donc, dans les océans tropicaux, le CO2 a du mal à rester dissous dans l'eau et il a plus facilement tendance à s'échapper. Et inversement, dans l'eau froide, notamment de l'océan Arctique, eh bien, le CO2 peut plus facilement être dissous dans l'eau et reste plus facilement dans l'eau. Alors, pendant 10 000 ans, arrêtons-nous aux 10 000 dernières années, ces deux cycles, avant perturbation par les activités humaines, eh bien, ils étaient parfaitement équilibrés. Parce que si vous faites le total de ce qui monte et le total de ce qui descend, ça fait 190, donc des flux très importants, mais parfaitement équilibrés. C'est un peu comme si vous aviez une vieille balance de grand-mère. Si vous avez le même poids de chaque côté, eh bien, la balance est parfaitement horizontale. Maintenant, ce que font les activités humaines, c'est déséquilibrer cette balance avec des flux qui sont beaucoup moins importants que les flux naturels, mais ce n'est pas leur ampleur qui est en soi la notion la plus importante. Ce qui est important, c'est que nous émettions, ce sont les chiffres pour la dernière décennie du XXe siècle, les chiffres sont un peu différents aujourd'hui, mais peu importe, pour l'explication, ça n'a pas d'importance. Nous émettions un total d'à peu près 8 milliards de tonnes de carbone à ce moment-là, et contrairement au système naturel, nous ne nous occupons en rien de les recycler. Nous émettons 8 milliards de tonnes de carbone chaque année sous la forme de CO2. Encore une fois, multiplié par 3,7 pour l'avoir en CO2, ça fait des dizaines de milliards de tonnes, un peu moins de 40 milliards de tonnes chaque année. Mais nous ne nous occupons pas de recycler ce CO2. Heureusement, la végétation et les océans absorbent un peu plus de la moitié, ce sont les flèches supplémentaires qui sont ici, absorbent un peu plus de la moitié du CO2 que nous émettons, mais le problème, c'est que l'autre moitié, grosso modo, reste sur le carreau et s'accumule année après année dans l'atmosphère. Et c'est cette augmentation-là qui explique l'augmentation de la concentration en CO2 dans l'atmosphère et l'épaississement progressif de la couche de CO2 autour de la planète. Alors c'est un diagramme très intéressant parce qu'il permet aussi d'illustrer un des nombreux arguments complètement farfelus utilisés par ceux que je préfère appeler les semeurs de confusion que les climato-sceptiques, parce que je ne vois pas pourquoi on leur laisserait le monopole du scepticisme. Après tout, c'est le rôle de tous les scientifiques d'être sceptiques et pas seulement de ceux qui se prétendent avoir le monopole du scepticisme. Et donc, l'argument est le suivant. Et c'est un argument qui est facile à asséner sur un plateau de télévision. Et l'argument est le suivant. Eh bien, Monsieur Van Ypersele, vous nous dites que le CO2, c'est un gros problème et que les émissions humaines perturbent le cycle du carbone. Mais vous savez bien tout de même que les émissions humaines, ce n'est que 4% des émissions naturelles. Les émissions humaines, c'est 8 milliards de tonnes. Les flux naturels, c'est 190, presque 200 milliards de tonnes. Donc pourquoi faut-il aller à Paris, à Copenhague ou ailleurs ou à Kyoto pour essayer de maîtriser ces émissions humaines alors que les émissions naturelles sont 25 fois plus grandes? Voilà, alors ça c'est très facile et c'est juste. Strictement, c'est juste. Les émissions humaines sont 25 fois plus faibles que les émissions naturelles. Commencez à répondre à cela sur un plateau de télévision en expliquant le détail de ce que je viens de vous expliquer, et encore, je ne suis pas rentré dans tous les détails, à propos du cycle du carbone, c'est un petit peu difficile. Et vous comprenez pourquoi il est très facile pour ces semeurs de confusion, qui souvent ont un agenda caché, de semer le doute, justement, et pourquoi il est très difficile, sans avoir pas mal de temps, de répondre, d'expliquer, et c'est la raison pour laquelle, personnellement, je refuse
depuis quelques années les débats en public avec ces semeurs de confusion parce que j'ai observé que c'était tout à fait contre-productif en termes de pédagogie à propos du problème. Alors ce CO2, comme je l'ai dit tout à l'heure, entre un quart et un tiers est absorbé par les océans, en particulier dans la partie froide, et cela a évidemment un effet qui commence à être mesuré dans la chimie des océans en termes d'acidification. Regardez un petit peu les projections ici en termes du pH. Le pH, c'est le paramètre qui mesure l'acidité. Plus il est bas, plus le milieu est acide. Vous voyez que pendant presque 25 millions d'années, ce pH a été relativement stable. Et regardez la vitesse avec laquelle, suivant les projections pour la fin du siècle et un petit peu au-delà, ce pH devrait être appelé à diminuer. C'est vraiment un choc en termes d'acidité qui devrait avoir des conséquences majeures, qui risque d'avoir des conséquences majeures pour la vie marine. Alors, je dois arriver maintenant à vous expliquer un deuxième et dernier diagramme compliqué. Compliqué, tout est relatif, c'est celui-ci. C'est un graphique qui montre qu'il y a une relation qui est finalement assez simple, puisque c'est grosso modo une ligne droite en diagonale, entre deux paramètres très importants. Le premier qui est très facile à comprendre, le deuxième, l'horizontal, qui est un tout petit peu plus compliqué. Et je vais vous expliquer. Le premier, c'est l'augmentation de température en moyenne globale depuis la fin du XIXe siècle. Et cet axe-ci montre l'évolution du total des émissions de CO2 en comptant aussi depuis la fin du XIXe siècle. Donc c'est le total cumulé. Donc ce ne sont pas les émissions annuelles, c'est le total cumulé. Donc en 1900, j'ai un peu de mal à lire sur cet écran-ci, on le voit mieux ici. En 1950, on était là, on avait émis, je ne sais pas moi, 150 milliards de tonnes de carbone. Vous avez la conversion en milliards de tonnes de CO2 ici au-dessus. En 1980, on était ici. En 2000, on était ici. 2010, on était là. Et vous voyez qu'il y a cette relation presque linéaire entre le total des émissions de CO2 et l'augmentation de température. Vous voyez qu'en 2010, on était à peu près au degré dont je parlais tout à l'heure. Ce qui est intéressant, c'est que cette relation presque linéaire, elle reste valable pour les 4 scénarios qui ont été étudiés dans le dernier rapport du GIEC, avec évidemment le scénario RCP 8.5 qui va beaucoup plus loin vers la droite que le scénario RCP 2.6, celui qui correspond à des émissions qui deviennent nulles bien avant la fin du siècle, mais la relation linéaire reste valable. Alors pourquoi est-ce que le diagramme est si important? Parce qu'on peut l'analyser à l'envers. On peut donc voir que si on veut rester, par exemple, en dessous de 2 degrés de réchauffement, eh bien, il y a une quantité totale maximale de CO2 que l'on peut, entre guillemets, émettre. Cette quantité, elle est d'à peu près 3000 milliards de tonnes de CO2. Je vais prendre la valeur exprimée en CO2 ici. 3000 milliards de tonnes de CO2 permet de ne pas dépasser 2 degrés. Si on dépasse cette valeur-là, inévitablement, on se déplace vers la droite sur l'axe horizontal et donc verticalement vers des températures plus élevées. C'est la notion qu'il y a derrière ce qu'on appelle le budget CO2, le budget carbone. On a quantifié les choses. Si on veut rester avec une probabilité supérieure à 2 chances sur 3, donc 66%, en dessous de la barre des 2 degrés au-dessus du niveau pré-industriel, eh bien, le budget total cumulé est de 2900 milliards de tonnes de CO2 depuis la fin du XIXe siècle, avec le petit problème, c'est qu'en 2011, quand le rapport du GIEC a été finalisé, il a été publié en 2013, mais il faut avoir le temps d'accumuler les données. On avait déjà émis, quand je dis on, c'est principalement les pays développés, vous le savez, 1900 milliards de tonnes de CO2. Donc il restait à ce moment-là 1000 milliards de tonnes de CO2 à émettre et à ne pas dépasser comme total si on ne veut pas dépasser
cette barre des 2 degrés considérée comme le seuil dangereux à ne pas dépasser par l'accord de Paris. Sachant que nous émettons une petite quarantaine de milliards de tonnes de CO2 par an, eh bien, à cette vitesse-là, si on reste à ce niveau-là, ça fait 25 ans d'émissions. Alors on peut soit se dire, bien, on va émettre pendant 25 ans et au bout des 25 ans, le budget est épuisé, il faut arriver à zéro du jour au lendemain, soit on peut essayer d'être un peu plus malin en tant qu'humanité et se dire, bien, il faudra atteindre un pic le plus vite possible, et puis après ce pic, il faut que les émissions décroissent, et qu'elles décroissent inévitablement, si on a bien compris comment le cycle du carbone fonctionnait, et comment cette notion de budget CO2 fonctionnait, décroître inévitablement vers zéro émission au niveau global, bien avant la fin du siècle. Alors vous allez peut-être vous dire, mais ça c'est impossible, il n'y a aucun décideur politique qui va accepter ça, c'est tout à fait farfelu, etc. Pas du tout. Pas du tout. C'est ce qui est écrit dans l'accord de Paris, qui a été ratifié par à peu près tout le monde, par à peu près tous les pays du monde. Aujourd'hui, il y en a plus de 170 qui ont déjà ratifié, et c'est écrit d'une manière à peu près incompréhensible, mais c'est écrit. C'est ce qui est écrit ici. On doit avoir un pic des émissions, un pic global aussitôt que possible, et il faut avoir un équilibre entre les émissions et les absorptions par des puits, ce qu'on appelle des puits, de gaz à effet de serre, dans le courant de la deuxième moitié du XXIe siècle. Avoir un équilibre entre les émissions et les absorptions, mais ça veut dire avoir des émissions nettes qui sont nulles. Donc, c'est tout à fait quelque chose qui est reconnu dans l'accord de Paris. C'est aussi quelque chose dont le rapport du GIEC avait parlé, disant qu'il était techniquement et économiquement faisable de garder le réchauffement en dessous de la barre des 2 degrés, du moins avec une probabilité, si on acceptait une probabilité limitée à 2 chances sur 3, que cela voulait dire qu'il fallait réduire d'ici le milieu du siècle par rapport au niveau 2010 les émissions de 40 à 70%, et qu'il fallait atteindre des émissions nulles, et je me suis permis de l'écrire en grand parce que dans le rapport du GIEC c'est écrit plus clairement que dans l'accord de Paris, ou même négatives avant 2100. Je m'approche tout doucement de quelques raisons d'espérer tout de même, puisque j'approche aussi de la fin de mon exposé. Et la première bonne nouvelle que je voudrais mettre sur la table, c'est quelque chose dont j'ai parlé au début de mon exposé, c'est qu'on a compris d'où venait le problème. On a compris que ce réchauffement venait principalement des activités humaines. Et je crois qu'il faut considérer cela comme une bonne nouvelle. Parce que si ce n'était pas le cas, on ne pourrait pas faire grand-chose. Si c'était les rayons cosmiques, l'activité solaire, que sais-je, nous n'aurions pas de levier. Le fait de savoir maintenant que les changements climatiques, que le dérèglement du climat qui est en cours, est bien le fait, principalement, en tout cas depuis le milieu du XXe siècle, des activités humaines, mais ça nous donne aussi le pouvoir d'agir. Et le GIEC le dit et le redit, et je vais l'illustrer, 2 domaines clés. C'est la gestion de la demande d'énergie, parce que l'énergie la plus propre, c'est celle qu'on n'utilise pas. Donc, l'efficacité énergétique est un des éléments de cette partie-là de la solution, et les énergies renouvelables. Puisque progressivement, forcément, si on veut aller vers des émissions nettes nulles de CO2, il faut que nous nous détachions le plus vite possible de l'utilisation de tous les combustibles fossiles. Ce n'est pas très compliqué. Quand on brûle du carbone, que ce carbone vienne du charbon, du pétrole, du gaz ou du bois, il produit du CO2, et donc nous devons nous libérer de toute combustion à l'air libre, en tout cas, c'est-à-dire sans recycler le CO2, si on ne veut pas perturber le cycle du carbone et si on veut empêcher que le climat ne se réchauffe. Voilà
la famille de scénarios, ici représentée en bleu, qui correspond à la famille de scénarios qui permet de rester sous la barre des 2 degrés. Et vous voyez qu'elle croise la ligne 0 émission nette de CO2, bien avant la fin du siècle, et qu'on a même pour certains membres de cette famille des émissions qui sont négatives, c'est-à-dire qu'on absorbe artificiellement plus de CO2 que l'on en émet. Alors, c'est très joli sur papier, comment fait-on? Est-ce que c'est possible? Le GIEC dit que c'est possible, mais comment? Dans quel secteur? Eh bien, pour illustrer ce point-là, je me permets d'utiliser un graphique qui date du rapport du GIEC précédent. Il n'a pas été présenté de la même manière, mais j'aime bien cette présentation-ci. Il n'a pas été présenté de la même manière dans le dernier rapport. C'est un diagramme qui montre le potentiel de réduction d'émissions. Ce ne sont pas les émissions dans chacun de ces secteurs, c'est le potentiel de réduction d'émissions dans chacun de ces secteurs à l'horizon 2030. Par région du monde, les couleurs sont relatives aux régions du monde. Cette couleur-ci correspond aux pays en développement, la couleur du milieu aux anciens pays de l'Est, et la couleur foncée, ce sont les pays membres de l'OCDE, les pays développés en résumé. S'il y a 3 colonnes, c'est parce que chaque colonne est associée à un prix hypothétique, puisque ceci sort d'un modèle macroéconomique à l'échelle mondiale. On a essayé de voir où on pouvait avoir le maximum de réduction au meilleur coût, c'est ce qu'il y a derrière ces calculs-ci. On a mis derrière chacune de ces colonnes un prix hypothétique à l'utilisation de l'atmosphère comme poubelle. Aujourd'hui, nous utilisons l'atmosphère comme une grande poubelle gratuite dans laquelle on met du CO2. Le CO2 a le mauvais goût d'être transparent et invisible et inodore. Il n'est pas toxique non plus aux concentrations dont on parle. Et donc, nous ne nous rendons pas compte que tous les jours, nous émettons des dizaines de kilos de CO2 dans l'atmosphère par l'ensemble des activités dont nous sommes directement ou indirectement responsables. Mais nous ne payons pas pour l'utilisation de l'atmosphère comme poubelle. Je ne sais pas comment c'est à Montréal, en tout cas dans la commune où j'habite en Belgique. Pour chaque sac de déchets ménagers évacué par la commune, je dois payer un certain nombre d'euros. Je dois payer un montant fixe chaque année, mais je dois en plus payer un montant par sac. Je sais pas, est-ce que c'est comme ça à Montréal? Non? Voilà. Je suis sûr que ne pas avoir de paiement, cela n'incite pas à produire le moins de déchets possible. Je peux vous assurer qu'à partir du moment où, en Belgique, on a instauré ce genre de système, c'est à peu près comme ça dans toutes les communes, les gens ont commencé à réfléchir à la quantité de déchets qu'ils généraient. Eh bien, c'est la même chose ici. On a, pour la première colonne, un prix de $20 par tonne de CO2 déposé dans l'atmosphère, émis dans l'atmosphère. La deuxième colonne, et regardez comme cela motive les industriels à réduire leurs émissions, un prix de $50 par tonne, et enfin un prix de $100 par tonne. Bon, c'est pour illustrer le propos. Ce sont donc des moyens qui sont à la disposition des décideurs pour faire réfléchir les différents acteurs économiques à cette utilisation de l'atmosphère comme poubelle, qui est évidemment très problématique en soi. Alors le GIEC, dans son dernier rapport, a certains chiffres qui ont bougé, normalement ils devraient tous être alignés à droite, mais peu importe, a évalué la manière optimale, de nouveau ce sont des calculs qui se trouvent dans la littérature macroéconomique, dont dans les quelques années qui viennent, les flux d'investissement à l'échelle mondiale devraient être réorientés pour produire les réductions d'émissions nécessaires pour être compatibles avec la trajectoire qui permet de rester en dessous de 2 degrés en l'occurrence. Et bien sûr, si on veut rester en dessous de 1,5 degré de réchauffement, les efforts doivent être encore plus importants. Et vous voyez, ce qui vient à l'appui de ma conclusion il y a un instant, les 2 domaines clés dans lesquels les changements d'investissement doivent être les plus importants dans le sens positif, c'est l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables. Et inversement, là où il y a moins d'investissements qui doivent se faire progressivement, eh bien, c'est dans l'utilisation des combustibles fossiles pour générer de l'électricité sans CCS, c'est-à-dire sans capture et stockage du carbone, et surtout
dans l'extraction des combustibles fossiles, puisqu'on sait qu'on ne peut pas brûler, qu'on ne pourra pas brûler tous les combustibles fossiles que l'on connaît, dont on connaît la disponibilité aujourd'hui. 9e raison, l'accord de Paris. L'accord de Paris qui a été ratifié, et c'est 170 maintenant, j'aurais dû mettre à jour le chiffre, plus de 170 pays, fournit un cadre dynamique à l'échelle internationale à l'action en matière climatique. Il est essentiel de le mettre en œuvre résolument, puisque ce cadre tout seul ne va rien faire. Il n'a de valeur que par les multiples plans nationaux qui viennent le soutenir. Et surtout, comme je vais vous le montrer dans un instant, il faut relever son niveau d'ambition, parce que tel qu'il est maintenant, ou tel surtout que sont les plans nationaux qui ont été soumis par les pays du monde entier dans le cadre de l'accord de Paris, il n'y a pas assez d'efforts sur la table pour être sur une trajectoire qui permet de rester en dessous de 2 degrés, alors que pourtant, c'est l'objectif même de l'accord de Paris, je vous l'avais annoncé tout à l'heure. Le premier objectif, c'est de rester bien en dessous d'un réchauffement de 2 degrés, tout en poursuivant les efforts pour ne pas dépasser 1,5 degré de réchauffement, parce que les représentants des gouvernements réunis à Paris reconnaissent que si on pouvait rester en dessous de 1,5 degré, mais ça permettrait d'éviter beaucoup d'impacts, surtout pour les populations les plus vulnérables, en particulier les habitants des petites îles, par exemple, qui risquent d'être inondés par l'élévation du niveau des mers. Il y a aussi un objectif en termes d'adaptation et de mode de vie bas carbone à développer. Et enfin, un 3e objectif important en termes de flux financiers internationaux qui doivent être cohérents, qui doivent venir appuyer les 2 objectifs précédents. Vous voyez qu'on est encore loin du compte, parce qu'on a fait un petit chemin par rapport à la tendance business as usual, la courbe orange ici. En 2025, si on fait l'agrégation, si on fait le total de tous les plans nationaux, on est ici. Pardon. C'est un petit peu mieux que d'être resté sur la courbe orange, mais on est encore assez loin de la courbe qui permettrait d'aller vers une limitation à 2 degrés, et on est encore plus loin de celle qui permettrait de rester sous la barre du degré et demi. Pourtant, et c'est ma dernière raison d'espérer en l'occurrence, il y a de très nombreuses opportunités de lutter contre les changements climatiques, tout en contribuant, là où c'est possible, à s'adapter à la partie qui est devenue inévitable, tout en poursuivant d'autres objectifs sociétaux. C'était un des messages clés tout à l'heure que j'avais relevé de la part du dernier rapport du GIEC. Et c'est très important, parce que si les mesures que l'on doit prendre pour protéger le climat ne contribuent qu'à protéger le climat dans 50 ou dans 100 ans, mais ça va être très difficile de convaincre tout le monde d'aller dans cette direction-là, puisqu'il y a tellement d'autres préoccupations qui sont sur la table aujourd'hui, que ce soit l'accroissement des inégalités, que ce soit la pauvreté tout simplement, que ce soit dans certains pays le manque d'emploi, que ce soit les problèmes de santé, etc. Bref, tous les problèmes qui sont derrière les 17 objectifs de développement durable qui ont été adoptés par l'Assemblée générale des Nations unies en septembre 2015, qui correspondent chacun à une des couleurs de mon épinglette, pour ceux qui se demandent ce qu'il y a sur mon veston. Et ces 17 objectifs de développement durable, dont le premier, c'est l'éradication de la pauvreté, comprennent le 13e, qui est la lutte contre les changements climatiques, comprennent tous les autres problèmes qui sont sur la table, la protection de la biodiversité terrestre, marine, l'éducation pour tous, etc. Donc vraiment tout l'équilibre, l'égalité entre les genres, etc. Donc tous les problèmes sont sur la table. Et ce que ce diagramme, dont je sais pertinemment qu'il est illisible tel qu'il est là, mais qui est là à votre disposition si vous téléchargez ma présentation après, montre que chacun des 16 autres objectifs de développement durable peut être lié
et ce sont chaque fois un seul exemple qui est cité, à ce qui concerne l'objectif 13, à savoir la lutte contre les changements climatiques. Donc il y a de très nombreuses raisons d'espérer. Ça a d'ailleurs fait l'objet d'un livre, il y en a 36, mais enfin, un des plus récents, c'est le livre de l'ancien maire de New York, Michael Bloomberg, dont le titre, finalement, a un certain nombre de points communs avec le titre de ce soir, Climate of Hope. Et je voudrais très rapidement citer un extrait de ce livre. Il dit, c'est ce que je viens de dire maintenant, dire aux gens qui doivent se serrer la ceinture, je paraphrase, pour protéger le climat dans 50 ans, ça ne va probablement pas marcher très bien. Mais si par contre on leur dit qu'il est possible aujourd'hui, par exemple, de réduire le nombre de cas d'asthme chez les enfants liés à la pollution de l'air, que l'on peut accroître son espérance de vie, que l'on peut diminuer ses factures énergétiques, que l'on peut se déplacer plus facilement parce que la mobilité a été repensée, parce que l'on peut améliorer sa propre qualité de vie aujourd'hui, qu'on peut créer des emplois, par exemple dans le domaine des énergies renouvelables, qu'on peut accroître l'indépendance énergétique et que l'on peut faire tout ça en accroissant en améliorant la stabilité du climat, on a évidemment une toute autre histoire. Si ce n'est pas un livre que vous voulez lire, mais plutôt aller au cinéma, je vous recommande très vivement, si vous ne l'avez pas vu, d'aller voir le deuxième film avec Al Gore. Vous connaissez le premier en 2006, Une vérité qui dérange. Il a une suite qui est sortie il y a quelques mois, une suite qui dérange, Le temps de l'action, qui est focalisée justement sur les possibilités d'agir. Le GIEC, je l'ai dit, a exploré en 1500 pages les possibilités techniques, économiques de faire ce qui est nécessaire pour rester sous la barre des 2 degrés. En tout cas, à commenter le fait que rester sous la barre d'1,5 degré, ça demanderait des efforts encore plus importants et c'est certainement plus difficile. C'est d'ailleurs quelque chose sur lequel le GIEC va revenir dans son rapport spécial sur le réchauffement de 1,5 degré, l'objectif de 1,5 degré et toutes les mesures qui permettraient d'y arriver si elles étaient prises de manière très résolue. C'est un rapport spécial qui sera publié en octobre cette année-ci. Je voudrais, pour être très concret et ne pas vous laisser croire que je parle pour les autres uniquement, je voudrais simplement vous dire en quelques mots que j'ai essayé pour ma part avec mon épouse d'être cohérent par rapport à tout ceci. N'ayant pas été élu à la présidence du GIEC, j'ai eu un petit peu de temps qui a été dégagé. Je devais voyager un petit peu moins. Et donc, j'ai eu la possibilité nous avons eu la possibilité de faire une grosse rénovation énergétique de notre maison avec un audit énergétique préalable. On a fait une isolation par l'extérieur, une isolation avec du bois, avec de la fibre de bois, donc qui stocke du CO2. Ce n'est pas un produit qui vient du pétrole. On a installé des vitrages super performants, on a installé une ventilation mécanique contrôlée en veillant à améliorer l'étanchéité à l'air. On a liquidé la chaudière au mazout qui émettait chaque année, je ne sais pas exactement combien de centaines de kilos, mais certainement plus de 2 tonnes de CO2 chaque année. On l'a remplacé par une pompe à chaleur, sol-eau, qui va chercher la chaleur de manière géothermique dans le sol, alimentés par des panneaux photovoltaïques qui ont été fabriqués en Wallonie, n'ont pas été fabriqués en Chine. Tous les bois qui sont utilisés dans la maison sont tropicaux. J'ai viré ma voiture à essence, ma vieille voiture à essence, je l'ai remplacée par une petite voiture électrique d'occasion. Nous avons aussi des vélos électriques. Bref, on a fait ce dont on parle pour essayer d'être le plus cohérent possible. Donc l'humanité, aujourd'hui, elle a le choix. Elle a le choix entre rester sur la trajectoire où nous mène le scénario business as usual, qui nous conduit à ces températures très élevées, en particulier ici au Canada et dans l'Arctique, ou le choix d'être sur un scénario beaucoup plus
modéré en termes de réchauffement, où les impacts les impacts seront beaucoup moins importants. Ça peut, si on s'y prend bien, être aussi un monde où il y a plus de justice, où il y a moins de pauvreté, où il y a toute une série d'autres problèmes qui seront résolus. Et je pense que c'est quelque chose à laquelle il faut se préparer. Et je voudrais, si vous permettez, vous lire quelques mots de la conclusion de mon livre. Nous commençons à réaliser que c'est à nos propres enfants que nous risquons de léguer une planète moins habitable. Et donc, oui, de tels constats, tous ceux que j'ai évoqués ce soir et que j'évoque auparavant dans mon livre, alimentent un certain pessimisme. C'est pour ça que dans le titre, il y avait le contexte du désespoir. Mais les solutions sont à portée de main. Les solutions sont à portée de main. La manière dont l'énergie va être produite et consommée va changer fondamentalement. Ce n'est pas de l'optimisme béat que tout cela, c'est l'optimisme de la volonté. Avec des mesures ambitieuses, on pourra éviter que la perturbation du climat devienne une cause majeure de catastrophes touchant gravement l'humanité et son environnement. Je reste convaincu que face aux manifestations de plus en plus visibles du problème climatique, une juste prise de conscience de la gravité de la situation va se faire. De plus en plus de personnes seront touchées dans leur cœur. J'insiste sur le mot parce que c'est une soirée du cœur des sciences aujourd'hui. Et comprendront profondément, mais ce n'est pas seulement pour cette raison-là, vous allez voir dans un instant, comprendront profondément l'urgence d'agir et ils en trouveront alors le courage. Ça, c'est la conclusion du livre qui est là, en vente à la sortie, si cela vous intéresse d'approfondir un peu le sujet. Je voudrais citer un dernier extrait de livre. C'est un livre que j'ai acheté hier soir à Montréal, dans une petite librairie qui va sans doute faire faillite dans les années qui viennent, malheureusement, puisque la libraire, qui est peut-être là ce soir, m'a dit qu'elle essaierait de venir, ne vend plus de livres. J'étais son deuxième client de la journée. Il était 7h moins le quart quand je suis 18h45 quand je suis entré. Et j'étais très content de trouver ce livre dont on m'avait parlé depuis longtemps. C'est le livre de Jean Dorst, Avant que nature meure. Un livre publié en 1965. C'est un biologiste français. Et il dit ceci, qui est aussi en quelque sorte lié au titre de ce soir. La nature ne sera en définitive sauvée que par notre cœur, le voilà encore une fois. Elle ne sera préservée que si l'homme lui manifeste un peu d'amour, simplement parce qu'elle est belle. Pensez à ces images que je vous ai montrées au début de mon exposé. Et parce que nous avons besoin de beauté, quelle que soit la forme à laquelle nous sommes sensibles, du fait de notre culture et de notre formation intellectuelle, car cela aussi fait partie intégrante de l'âme humaine. Je pense que le défi devant lequel nous sommes est enthousiasmant. Nous pouvons développer au passage des activités qui ont du sens, qui sont éthiques, durables. Je sais que celui dont nous honorons la mémoire d'une certaine manière ce soir n'aimait pas trop le développement durable, il préférait parler d'éco-développement, mais en Europe on parle beaucoup de développement durable. Et ces activités peuvent nous permettre de regarder, et ce n'est peut-être pas le moindre des mérites, nos enfants, nos petits-enfants dans les yeux, quand ils nous demanderont ce que nous avons fait pour éviter l'effondrement qui était annoncé. Et je suis convaincu qu'il peut y avoir de nombreuses opportunités, notamment économiques au passage. Je n'arrête pas de le dire aux acteurs économiques auxquels je parle fréquemment ces mois-ci. Yes, we can, comme disait quelqu'un d'autre. Il y a de l'espoir, mais il y a du travail. Je vous remercie pour votre attention.